Laurence, bonjour. Bonjour. Est-ce que McGill muselle des voix pro-palestiniennes? C'est une question qu'on peut se poser suite à un article de la presse canadienne parce que, comme on sait, McGill a fait l'objet d'un campement, donc l'année dernière, de plusieurs mois. Ah, puis il était bien installé. Oui. Ça, là. Hey, En effet. Sur le bord d'avoir puis fosse septique. Là, Ça en allait pour être un village, oui. Ouais. Mais comme on sait, c'est parce que devant McGill, il y a un immense terrain gazonné. Donc, il y avait toute la place pour faire un immense campement digne d'un village, comme tu viens de le mentionner. Et donc c'était un grand campement pro-Palestine qui a duré plusieurs mois, qui a été démantelé suite à des problèmes. Donc, on voyait qu'il y avait eu des surdoses, il y avait même eu des problèmes de rats. Donc, ça commençait à devenir pas très propre là-dedans. Et donc là, ce qui se passe, c'est que McGill veut pas vraiment que ça se répète, ce genre d'événement, parce que c'était pas juste un campement. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les mois qui ont suivi aussi, il y a eu du vandalisme à McGill, donc des vitres cassées. Parfois aussi, pas juste parfois, en fait, ça arrive assez souvent qu'il y a des graffitis. Puis pas des graffitis qui disent juste, on veut la paix, là. C'est aussi des graffitis qui peuvent être haineux, là, de dire qu'Israël, finalement, c'est un pays qui ne serait pas légitime en soi, dans son existence. Donc, ce que fait McGill, en fait, c'est qu'elle menace de suspendre son financement à une organisation étudiante en raison de son soutien à un groupe pro-palestinien. Mais ce groupe-là en question, comme c'est mentionné par l'Université McGill, c'est justement un groupe qui a fait du vandalisme, aussi de l'intimidation. Puis moi, je me souviens, j'ai déjà parlé des étudiants juifs de McGill, puis ils disaient, là, on a peur, là, puis on reçoit des menaces par message. Puis si à l'entrée de notre université, il y a un campement qui est là avec des gros drapeaux, puis on s'affiche, puis on prend toute la place, c'est sûr qu'il y a quelque chose quand même d'assez intimidant. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 syndicats qui dénoncent, si on veut, les politiques de McGill à l'endroit des groupes pro-Palestine pour dire que c'est de la censure, que c'est une manière de museler la parole, la liberté d'expression. Mais McGill se défend en disant, en fait, non, on est pour la liberté d'expression, puis ils ont tout à fait le droit de manifester ou de faire des pétitions ou ce genre de choses. Mais quand ça vient le temps de casser des vitres, de faire des graffitis, de faire des actions extrêmement dérangeantes comme des campements, ça n'a pas sa place. Non, ça, c'est pas de la liberté d'expression, c'est du saccage. C'est du vandalisme. À un moment donné, il y a une ligne à tracer entre liberté d'expression puis commencer à intimider tout le monde. Excuse, là, mais tous les étudiants, peu importe d'où ils viennent, ont le droit de se rendre sur un campus universitaire, qu'on leur foute la paix, puis que ces gens-là puissent étudier de manière libre. Peu importe leur allégeance, peu importe leur croyance. C'est vrai dans un camp comme dans l'autre, là. Non, mais absolument, c'est ça. Mais justement, c'est parce que c'est ça qui est drôle, ces grands syndicats qui dénoncent l'Université McGill. Au fond, je pense qu'ils renversent les rôles. Parce qu'ils veulent faire croire que l'Université McGill, c'est le méchant dans l'histoire qui est autoritaire, qui censure, qui est le dictateur. Et que, les pauvres groupes pro-Palestine qui étaient pacifiques, ouverts d'esprit à tout le monde, eux, ils sont victimes de la censure. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe, là. C'est que pendant des semaines et des semaines, l'Université McGill ne faisait pas grand-chose pour changer la situation devant son campement. On se rappelle qu'il y avait eu une injonction en cours pour essayer de changer les choses, mais finalement, les juges laissaient ça un peu traîner au nom de la liberté d'expression. Moi, je me souviens, la Sûreté du Québec, parfois, venait en avant de l'université, mais faisait rien. Il faisait juste comme surveiller s'il y a un débordement. Donc, il y a vraiment eu, c'est-à-dire une incapacité pour l'université d'agir dans la situation. Et là, comme je dis, parce que là, c'est de l'intimidation. Tu sais, on parle qu'il y a eu du blocage de cours, donc de l'interruption de dizaines de cours sur l'université. Je veux dire, il y a quand même plein d'étudiants étrangers qui payent cher leurs cours. Même chose en juin 2024, donc il y a un an, il y a un bâtiment administratif qui a été occupé par les étudiants donc pro-Palestine. Donc, à un moment donné, comme tu dis, c'est parce que il y a du saccage, il y a de l'intimidation qui se fait. Puis comme je disais, les étudiants juifs se sentent plus vraiment en sécurité. Donc, selon moi, la décision de l'Université McGill, c'est simplement normal et c'est juste assez modéré, là, ce qu'ils veulent, là. Donc, pour moi, c'est ces 4 syndicats-là, donc, qui représentent le personnel de soutien, des chercheurs, les assistants d'enseignement, ainsi que les professeurs de la Faculté des arts. Je trouve qu'il y a quand même une mauvaise foi de présenter McGill comme le méchant dans l'histoire. Alors que, je veux dire, c'est assez évident que tu peux toujours continuer d'être pro-Palestine, d'afficher tes couleurs. Mais à un moment donné, rendu à un certain point où quand t'es rendu dans le vandalisme, il y a aussi des protestations. Tu sais, moi, je le vois. Pendant des mois, pendant 1 an et plus, il y a eu constamment des manifestations chaque semaine devant le fameux portique principal, le beau portique prestigieux. Puis tu sais, il y a constamment des tambours que tu entends sur tout le campus au complet. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même dérangeant. Il y a constamment des tambours qui durent pendant des heures avec les drapeaux puis les graffitis tout le temps sur le portique. Puis là, tu te dis, il y a une impunité. Je veux dire, il y a constamment des graffitis, puis il y a personne qui est puni.
Jamais, à aucun moment, c'est juste la liberté d'expression. Mais non, pourquoi vous avez le droit de faire du saccage, de faire du vandalisme sur le portique, puis les agents de sécurité font rien, la Sûreté du Québec fait rien? À un moment donné, il faut qu'il y ait des conséquences à ce genre d'actes. Mais de manière générale, là, saccager à Montréal, ça n'a pas l'air grave. Là. Regarde, en fin de semaine, il y a eu d'autres débordements dans le cadre d'une manifestation. On a pété des vitres, puis on a commencé à charger les policiers, puis... Zéro arrestation. Zéro arrestation. C'est pas grave. Hey, ça a l'air, tu peux charger un policier, c'est pas grave. Et tire pas un stop, par exemple. Et que là, ils vont partir après toi, tu vas voir. Wouh! Là, ils vont venir te voir, permis de conduire, le stationnement. Ah ouais, mais là, ça, c'est pas les policiers, le stationnement. Veux-tu que je t'en parle, stationnement? Oui, c'est ça. Mais moi, j'en ai souvent eu des petites contraventions. Je pense que j'ai tellement payé de billets de contravention de stationnement l'année passée que je pense que j'ai financé le pavage d'une portion d'une piste cyclable juste à moi tout seul. C'est surveillé au complet. Non, mais tu sais, souviens-toi aussi, quand le Palais des Congrès, là, il y avait eu du vandalisme, là. Puis là, la police était tout fière, là, dans les jours suivants, de nous partager des photos tirées de caméras de surveillance, des photos floues de gens masqués de dos. Hey, t'sais. Mais là, ce qui est drôle, c'est que... Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, que nos familles s'en seraient jamais rendu compte. Non, mais c'est rire de nous autres, mais en sincèrement. Tu sais, les fameuses photos dont tu parles, je pense que ça avait passé notamment au Palais des Congrès, parce qu'il y avait eu des émeutes antifascistes là-bas. Donc, mais c'est ça qui me fait rire, tu sais, justement, on en avait parlé la semaine dernière, des gens qui disaient, il y a un rapport conflictuel avec la communauté LGBT, le SPVM, c'est pas facile, le SPVM a dû s'excuser au fil des ans. À un moment donné, justement, les vidéos qu'on a vues de Fierté Montréal ou Fierté Indomptable, les versions alternatives, pourquoi la police charge? Ça vient pas de nulle part, là. À un moment donné, on nous présente la situation comme si, ben là, la police nous a chargé comme si ça venait de nulle part. Ben non, c'est parce qu'il doit bien y avoir une raison. Tu sais, ils viennent pas comme ça vous charger en sachant que c'est filmé, en sachant que les gens vont filmer ce genre de situation. Ils savent très bien, ils font la chose parce qu'il y a une raison à ça. Puis c'est la même chose dans le cas des groupes pro-palestiniens. C'est pas juste parce que, vous êtes pro-Palestine, puis nous, on veut défendre Israël et les intérêts corporatistes. Mais non, c'est parce qu'il y a des raisons à ça. C'est parce que il y a des gens qui occupent des bâtiments, il y a des campements, il y a l'intimidation de l'endroit des étudiants juifs. Puis aussi, dans l'article qui est en question, que je mentionne, on se rappelle qu'il y a 1 an, il y avait un groupe pro-palestinien de McGill qui avait fait une affiche donc à la défense de la Palestine, mais sur l'affiche, c'était des combattants du Hamas. Donc... Ah oui, je me rappelle pas par rapport à une espèce de camp Oui, c'était un genre de camp d'été, un truc de même, un camp de formation. Mais là, il y avait mis donc des photos, donc des images de combattants du Hamas. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait là? Ah, puis comprenez-moi bien, moi, je suis le premier là, à être bouleversé par les images de famine qu'on voit de la bande de Gaza, mais je veux dire... Est-ce qu'on est encore capable, en 2025, d'exprimer notre point de vue de manière respectueuse, sans intimider l'autre, sans faire du vandalisme? Ça fait avancer aucun dossier, là. Il y a eu un débat sur l'indépendance du Québec hier à Montréal. Oui, mais c'est moi qui l'organisais et l'animais. Donc, je suis bien placé pour rapporter les informations. Et donc c'est ça, c'était un débat. Je fais ça un petit peu chaque été à la même librairie, le livre Voyageur à Villeray, donc au 2319 rue Bélanger. C'est une petite librairie par Fabienne Roch et Bruno Lalonde, donc un couple très sympathique qui nous accueille chaque été. Et donc, j'avais invité Mathieu Bock-Côté, bien connu évidemment, Frédéric Lacroix, et aussi qui est très actif sur Twitter, qui a écrit des livres sur la situation du français, la démographie québécoise. Donc, il est assez pessimiste sur l'avenir du français. Il y a aussi Robert Laplante, qui est directeur de la revue L'Action nationale. Et donc, les trois sont quand même des intellectuels importants au Québec sur la question de l'indépendance et de la langue française, ce genre de grandes questions. Et donc, la question que je leur avais portée, c'était sur la stratégie d'accession à l'indépendance. Donc, dans les dernières années, on se posait la question, est-ce que le Québec peut encore faire son indépendance? Est-ce qu'on se dirige vers ça? Donc, on se posait cette question-là. Mais là, de toute évidence, le Parti québécois est premier dans les sondages depuis près de 2 ans. Et si la tendance continue, si la tendance se maintient, comme on dit, eh bien, il pourrait prendre le pouvoir d'ici 1 an, et ce, de façon majoritaire. Donc, ça pose la question, peut-être, en fait, il y a sûrement un référendum qui s'en vient sur l'indépendance, donc un 3e qui s'en vient ici, d'ici très peu de temps. Ça peut venir d'ici 2027, d'ici 2028, donc c'est d'ici très peu de temps. Donc, moi, ce que je posais comme question, c'est que est-ce que
la stratégie du Parti québécois est la bonne? Est-ce que c'est une bonne idée de faire un référendum ou bien faudrait-il faire une autre stratégie? Parce que, par exemple, il y a des gens qui disent si on l'a pas eu en 80 en 95, ben pourquoi on l'aurait en 2027? Donc, une éventualité, l'éventualité d'un troisième référendum perdant qui pourrait faire très mal au mouvement souverainiste. Exactement. C'est un peu ça la crainte. Ben, notamment, Mathieu Bock-Côté dit depuis longtemps que la défaite défait. Donc, quand on perd, les suites sont assez graves. Par exemple, en 1980, quand on a perdu, on nous a imposé une constitution qu'on n'a jamais signée, qui nous enlevait des pouvoirs, par exemple. Ou en 1995, quand on a perdu, il y avait Stéphane Dion, sous le gouvernement de Jean Chrétien, qui avait imposé la loi sur la clarté référendaire, qui disait, la prochaine fois que le Québec veut faire un référendum, le oui doit le gagner par une majorité claire. Puis là, on nous a jamais clarifié ce que ça signifie, cette majorité claire, paradoxalement. Donc, à chaque fois qu'on perd, les conséquences sont assez importantes pour notre pouvoir. Et il y en a plusieurs qui disent, par exemple, que si on perd le troisième, ben là, c'est fini pour de bon. Peut-être qu'il n'y en aura pas de quatrième, puis ça peut casser la société québécoise. Mais est-ce que tu sens qu'avec le regain des jeunes, là, il y avait des statistiques, est-ce que ça fera partie dans ton esprit de la stratégie du Parti québécois de devoir absolument consolider ce vote-là? Là? De un, pour l'élection générale, mais de deux aussi, pour un éventuel troisième référendum, la mobilisation des plus jeunes. Moi, je trouve ça très enthousiasmant. On en a parlé hier à la causerie. Moi, je trouve ça enthousiasmant parce que là, c'est rendu que ça monte à 56%. Ça l'a monté très rapidement. Ah, tout à fait. Donc, je trouve ça vraiment enthousiasmant, d'autant plus que les jeunes, ils se mobilisent, puis c'est l'avenir aussi, là. C'est-à-dire, moi, je trouve ça important qu'ils s'impliquent là-dedans, d'autant plus que, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pendant 20 ans et plus, le Parti québécois a eu une stratégie marketing qui voulait rejoindre les jeunes. Donc, on faisait comme une espèce de ciblage de groupe en disant on va parler d'environnement, on va parler d'inégalité, féminisme, écologie. Donc, on va faire exprès de choisir ces sujets-là puis en parler constamment pour aller rejoindre davantage les jeunes. Et l'aiguille des sondages ne montait pas tant que ça auprès des jeunes. Puis, l'argument, c'est de dire on va continuer puis on finit par comprendre. Puis finalement, sous la chefferie de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas qu'on a laissé de côté ces enjeux-là, mais on a parlé davantage d'identité, immigration. Donc, ces sujets-là où on dit, là, ça rejoint pas les jeunes parce qu'ils considèrent que c'est de l'intolérance, ce genre de choses. Et pourtant, même si le Parti québécois a cette ligne-là depuis maintenant 5 ans, finalement, les jeunes sont maintenant le groupe le plus pro-indépendance au Québec. Donc, on voit bien que le discours pro-identitaire et réduire l'immigration à des seuils plus raisonnables, ça fonctionne quand même. Et de toute façon, les jeunes, ils vont pas nécessairement suivre le chef du Parti québécois. Ils peuvent suivre ce qui se passe sur TikTok avec des rappeurs ou des influenceurs. Donc, le mouvement indépendantiste ne se limite pas au Parti québécois. Mais si on revient à la causerie comme telle, moi, je voudrais essayer de résumer un petit peu la position de chacun des panélistes. Mathieu Bock-Côté défend, en gros, la stratégie actuelle du Parti québécois. C'est-à-dire qu'on prend le pouvoir, puis très peu de temps après, donc un peu comme Jacques Parizeau à son époque, on fait un référendum assez rapidement. Donc d'ici 1 an ou 2 maximum après l'obtention du pouvoir. Donc 2027-2028. Exactement. Donc on fait un référendum très rapidement, puis il faut s'assurer d'avoir une majorité. Puis selon Mathieu Bock-Côté, c'est encore possible d'obtenir la majorité. On a encore une fenêtre de 5-10 ans devant nous pour obtenir cette majorité-là. Après, le propos de Frédéric Lacroix, c'est de dire que souvent on dit, regardez, là, la souveraineté est à 40%, et c'est la même chose qu'en 95. Donc en 95, on dit souvent la souveraineté est à 40% au début du référendum, donc de la campagne référendaire. Mais Frédéric Lacroix a rappelé qu'en fait, les sondages de l'époque tournaient plutôt autour du 47%, même du 55%, dépendamment des sondages. Donc selon lui, on n'est pas du tout dans la même conjoncture qu'en 95, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait une frustration pour l'accord du lac Meach, donc qui était ces accords pour rentrer le Québec dans la Constitution suite à des demandes du Québec et qui avaient été refusées par les provinces canadiennes anglaises. Donc, il y avait une frustration collective à l'endroit de ça. Et là, on n'a plus ce même momentum, selon lui. Et du côté de Robert Laplante, il n'est pas nécessairement contre le référendum, mais selon lui, ça ne doit pas être un référendum initiatique à l'indépendance, mais un référendum de ratification. Et selon lui, ça change toutes les choses parce que ce qu'il veut dire par là, c'est que pendant le mandat, il faut construire le pays québécois sans demander l'autorisation du fédéral et sans passer par le référendum tout de suite. Donc, tout de suite, il faudrait faire une citoyenneté québécoise, une constitution québécoise, aller arracher des pouvoirs sans demander la permission, par exemple, sur l'immigration ou sur des questions financières, des questions budgétaires. Et à la suite de toutes ces actions qui vont chercher des pans de souveraineté pas à pas, mais là, on peut faire un référendum qui vient ratifier toutes ces grandes actions, puis dire, regardez, on a déjà fait plusieurs étapes,
Alors maintenant, voulez-vous qu'on y aille jusqu'au bout en faisant l'indépendance? Donc lui, c'est plus un référendum de ratification qui vient conclure un certain nombre d'actions, alors que pour Mathieu Bock-Côté, c'est un référendum initiatique, parce qu'il pense que lui, on n'a pas le temps de faire toutes ces grandes actions-là, tout simplement parce que dans le fond, ça aurait été la CAQ qui aurait dû faire ça, en fait. C'est-à-dire, la CAQ, pendant tous ces 2 mandats, aurait pu faire ces grands gestes de rupture pour aller chercher des pans de souveraineté, mais ne l'a pas fait. Philippe, intéressant comme initiative également, ce débat-là que tu organises. Merci beaucoup. Merci. Salut.